L'histoire russe comporte l'une des énigmes les plus étonnantes et les plus passionnantes de ces 2 derniers siècles. Le tsar Alexandre Ier de Russie, le vainqueur de Napoléon, aurait simulé sa mort à l'âge de 48 ans. 11 ans plus tard, il serait réapparu comme un ermite en Sibérie où il aurait terminé sa vie au service des plus pauvres sous le nom de Féodor Kouzmitch. Là-bas, il sera décrété saint de Sibérie 120 ans après sa mort. Comment et pourquoi l'un des plus grands tsars de Russie aurait-il décidé de quitter le pouvoir et la puissance de Saint-Pétersbourg? Pourquoi, après avoir été le premier d'entre les siens, aurait-il choisi de devenir le dernier de ses sujets pour se mettre au service de Dieu et de son peuple? Ракимен глаз шестый, Господь воцарися, вле потоплечеся. Légende, vérité historique, y aurait-il aujourd'hui des éléments nouveaux qui permettraient de lever un coin du voile sur cette énigme captivante? D'entrée de jeu, Alexandre Ier se montre au contraire soucieux de rassurer les Parisiens. Et même, il a poussé la politesse jusqu'à disposer ses troupes le long des Champs-Élysées, dans les tentes, et non pas chez les habitants comme cela se fait d'habitude. Il se promène tout seul dans Paris, sans escorte. C'est un cas inouï absolument dans l'histoire. Le chef d'une puissance victorieuse se promène dans une ville occupée, est acclamé par les foules, partout où il passe. Le 28 mars, jour de Pâques, le tsar Alexandre fait célébrer sur la place de la Concorde un service solennel à la gloire de Dieu et à la mémoire de Louis XVI et des martyrs de la Révolution française. Dans une correspondance, Alexandre écrira « Voici, me disais-je, que j'ai amené par la volonté insondable de la Providence mes guerriers orthodoxes du fond de leur froide patrie nordique pour élever vers le Seigneur nos prières communes. Les fils du Nord célébraient, aurait-on dit, les obsèques du roi de France. Le tsar de Russie priait, selon le rite orthodoxe, avec son peuple, et de la sorte, purifiait la place ensanglantée. » Le 1er décembre, le tsar Alexandre Ier meurt officiellement des conséquences d'une fièvre maligne dans un palais de Taganrog, une ville portuaire située sur le bord de la mer d'Azov. Le convoi funéraire partira seulement 3 mois après vers Moscou, puis Saint-Pétersbourg. Mais, autre fait étrange, contrairement à la tradition orthodoxe, le cercueil sera présenté fermé à la vénération des foules, ce fait ne faisant qu'accentuer la rumeur qui court. Une seule personne sera autorisée à voir le corps placé dans le cercueil lors de la cérémonie des obsèques à Pierre et Paul. Mais on le met sur une estrade, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas voir qui il y a dans le cercueil. Et l'impératrice mère, Maria Fedorovna, monte l'estrade et éprouve le besoin de dire « Oui, c'est bien mon fils bien-aimé Alexandre ». Pourquoi est-ce qu'elle éprouve ce besoin? C'est un peu bizarre, c'est lui. Bon. Mais on pensait effectivement, ce que beaucoup de gens pensent, qu'il n'était pas mort du tout quand il était soi-disant mort, qu'il était parti dans cette retraite, si on peut dire, et que son cercueil ne contenait pas son corps. Et chose étrange tout de même, quand il est mort, le cercueil n'était pas ouvert. Alors que dans la religion orthodoxe, c'est souvent ouvert, et surtout dans la famille impériale. La baronne Hélène de Ludinghosen est la dernière descendante des comtes Stroganov. Selon sa famille, elle descendrait également du tsar Alexandre Ier à la suite d'une liaison cachée de l'une de ses aïeules. Là encore, je ne peux vous dire que ce que ma grand-mère m'en disait, Marie Volkonski.
elle était persuadée qu'il n'était pas mort. Il y a des faits concordants qui l'ont amené à penser qu'il n'était pas mort du tout et que tout était arrangé par ses médecins. On disait les choses suivantes très clairement. On disait que le tsar a réellement disparu et n'était pas mort à Taganrog. On disait aussi que les Tarasov, c'est-à-dire les ancêtres familiaux, n'y étaient pas étrangers. Ma grand-mère était persuadée, profondément persuadée et croyait dur comme fer à la légende du starets Féodor Kuzmich. Tout simplement, moi j'étais petit garçon à l'époque, et elle me racontait ça comme un cours d'histoire, comme non pas comme une légende, mais comme calmement, comme une vérité historique. Le corps placé dans le cercueil ne serait pas celui de l'empereur, mais celui d'un soldat d'une garnison voisine ayant une vague ressemblance avec lui. Dès lors, tous les éléments sont en place pour que le mythe sur la disparition mystérieuse du tsar Alexandre Ier prenne corps et se renforce. Légende ou vérité historique, à partir de ce moment, les thèses s'échafaudent, les historiens s'affrontent et la famille impériale se tait. À 4000 km à l'est de Taganrog, à Tomsk en Sibérie, il fait moins 32 degrés. C'est dans cette ville que Féodor Kuzmich, qui aurait été reconnu comme le tsar Alexandre Ier, a terminé les dernières années de sa vie. En ce mois de février, on fête le 150e anniversaire de la mort de celui qui, pour les habitants de Tomsk et de sa région, a été reconnu comme l'un des plus grands saints de Sibérie. Сегодня у нас 150 лет представления нашего старца, любимого Федора. Мы любим его за то, что он был очень праведной жизни человек. Много любви имел к приходящим, исцелял их. Вы знаете, у Бога по другому времени идет. Это как сегодняшний день, 150 лет назад или сегодня он всегда с нами. Он всегда помогает нам своей молитвой. Федору Кузьмичу часто молюсь об моем брате, инвалиде. И он с каждым разом, ему становится все лучше и лучше. С каждым днем спит лучше, ест лучше. Ну и все, что он не мог. И маме намного моей лучше. Когда я не молился, Артем просто всего этого не мог делать. Onze ans après la mort du tsar Alexandre Ier, au début de l'automne 1836, dans la région de Perm, un homme habillé en paysan, conduisant une charrette à cheval, se fait arrêter par la police.
Cet homme prétend s'appeler Féodor Kuzmich. Ce que je trouve fascinant, et je ne pense pas qu'on l'ait étudié assez, c'est comment est-ce qu'on identifie ce ermite sibérien, alors qu'il doit y en avoir des milliers, avec l'empereur dont on soupçonne qu'il a disparu. C'est comment les deux légendes se rapprochent. Был арестован в 1836 году в селении Красноуфимск. Был он задержан за бродяжничество. И с ним была обнаружена очень дорогая лошадь. Он назвался бродягой, сиротой, сказал, что он не умеет ни читать, ни писать. И доказать, что он был конокрадом, было невозможно. Тем не менее, его выпороли и сослали в Сибирь. Féodor Kuzmich est dépourvu de passeport intérieur. Il se fait administrer par la police 20 coups de fouet, puis emprisonné 4 mois et condamné à l'exil en Sibérie, dans la région de Tomsk. Il vivra ensuite 20 ans dans un village reculé. Très vite, la rumeur se propage. Un bruit court. Féodor Kuzmich serait-il Alexandre Ier? Народ его воспринял как странника, который себя называл безродным человеком, но очень скоро люди почувствовали в нем, во-первых, глубину образования, он хорошо разбирался в отечественной истории, в особенностях придворного этикета, во внешней и внутренней политике России. Несмотря на то, что называл себя безграмотным человеком, владел несколькими языками. Уже этим он обратил на себя очень пристальное внимание. Pourtant, selon de nombreux historiens, 2 premières opérations d'ouverture du sarcophage d'Alexandre Ier furent exécutées successivement sur l'ordre des tsars Alexandre II et Alexandre III. Une 3e fut effectuée par les bolcheviks. Elle écrit dans les mémoires de Piotr Mihailovitch que lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir en 1919, ils ont ouvert peu après les cercueils de tous les empereurs et que celui d'Alexandre était vide. On constatera effectivement dans les 3 cas que la tombe était vide. Nathan Edelman, homme de lettres et historien, mentionne une lettre de l'un des plus hauts responsables du GPU de Saint-Pétersbourg, la police politique de Lénine. Celle-ci raconte comment cette ouverture a eu lieu lors de la grande famine de 1921 sur l'instance du comité de secours aux affamés qui était à la recherche des biens de valeur des prisonniers et des tombeaux impériaux. Je t'écris sous le coup d'une impression inoubliable. Le commissaire du GPU qui préside la commission commande de commencer par les plus jeunes. Les ouvriers ouvrent la tombe d'Alexandre III. Alexandre III repose dans son habit de général, richement décoré de médailles. Les restes du tsar sont rapidement enlevés du sépulcre en argent, on retire une bague précieuse de son doigt, on retire les décorations recouvertes de diamants. La tombe est refermée et des scellés y sont posés. La même procédure se reproduit avec la tombe d'Alexandre II et Nicolas Ier. Les membres de la commission travaillent vite. L'air est lourd dans la crypte. C'est le tour de la tombe d'Alexandre Ier. Mais là, les bolcheviks ont une surprise inattendue. La tombe d'Alexandre se trouve vide. De cela, on peut clairement voir la confirmation de la légende selon laquelle la mort d'Alexandre Ier à Taganrog et son enterrement était une supercherie. Si le cercueil impérial à Saint-Pétersbourg est vide, le corps d'Alexandre Ier pourrait donc bien être celui qui a été inhumé à Tomsk sous l'identité de Féodor Kuzmich. Старец Федор никогда не выдавал себя за императора. Более того, он всегда пресекал всякие разговоры на эту тему. Но весьма существенным является то обстоятельство, что он никогда и не опровергал этих разговоров. Ведь святости не свойственно лгать, даже во спасение. Святость и ложь – вещи несовместимые.
Lors de l'intronisation du premier des Romanov en 1613, il y eut un serment liant les destinées de la famille impériale au peuple russe jusqu'à la deuxième venue du Christ. Depuis, la révolution d'octobre est passée et les pouvoirs se sont succédés, mais ils sont nombreux ici à penser que le fameux serment ne s'est jamais rompu et que celui-ci se perpétue grâce au chemin mystérieux de l'un des plus grands tsars de Russie, qui aurait choisi de devenir le dernier d'entre les siens pour continuer de conduire son peuple vers le destin que Dieu lui a choisi.